Comme un poisson dans l'eau, épisode 20, deuxième partie. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch. Cet épisode est la deuxième partie de mon entretien avec Sébastien Moreau sur les poissons. Animaux incroyables et trop stylés. On parle d'abord de la fameuse expérience du miroir, après le cliffhanger de la fin de la première partie. Oupsie, désolé, mais bon, du coup vous êtes là. On parle aussi de la vie en société des poissons, de leur coopération, de leurs traditions, de leur vie familiale éventuellement, et même de leur sexualité. Donc, parlons du test du miroir. D'abord, on va mettre plein de disclaimers, de mise en garde sur le test du miroir. Ouais. Donc, le test du miroir, c'est un test qui a été créé dans les années 70, en 71, je crois, par Gordon Gallup, qui est un test à l'origine qui n'est pas du tout fait pour être transféré aux animaux, qui est vraiment un test pour les humains, et éventuellement pour les grands singes, qui n'avait pas vraiment vocation à être transmis. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, Gordon Gallup a publié un truc pour critiquer absolument tous les tests qui ont été faits chez les animaux, de manière horriblement aigrie. Ce texte est très drôle à lire. On sent vraiment l'aigreur transpirer à travers tous les paragraphes. Mais c'est pas complètement faux non plus, parce que le test du miroir, on n'est pas très sûr de ce qu'il évalue, déjà. Parce que, ok, un animal se reconnaît dans un miroir, est-ce que c'est la conscience de son propre corps? Est-ce que c'est la conscience de soi? Est-ce que c'est... Ensuite, c'est un test qui est très visuel. Quid des espèces qui ne sont pas visuelles? Quid, par exemple, l'exemple qu'on prend tout le temps, c'est celui des gorilles. Les gorilles ne se regardent pas dans les yeux, c'est un signe d'agression. Donc, va faire passer un test du miroir à un gorille. Quid des animaux qui fonctionnent beaucoup à l'odorat pour se reconnaître? Quid des... je prends les cochons. Les cochons, ça a une vision dégueulasse. Qu'est-ce que tu fais avec les cochons? Pareil, les poissons reconnaissent beaucoup à l'odeur aussi. Il y a énormément d'animaux qui se reconnaissent à l'odeur. Oui, donc il n'y a peut-être même pas de sens à se dire on va essayer de faire passer le test du miroir à des poissons. Donc voilà, ça peut poser plein de problèmes. Il n'y a pas un test qui nous donnera une réponse là-dessus. Mais souvent, on va faire une batterie de tests sur plein de trucs. Par exemple, il va y avoir la mémoire épisodique, qui est est-ce que les animaux ont une mémoire de type biographique? Ce que j'ai fait, avec qui, à quel moment, comment je me sentais. Ça, on en a des tests. Et on en a chez les poissons. On en a chez les labraux nettoyeurs, on en a chez les poissons zèbres. Ok. Il va y avoir tout un tas de tests comme ça, de projection dans le temps, etc. Et le test du miroir fait partie de cette série de tests, qui sont des tests qui nous donnent des indices qui peuvent être intéressants sur la possible conscience d'un animal, sa possible conscience de soi. Donc c'est un test parmi d'autres qui nous donne des indices, qui est un test très impressionnant, certes. Maintenant, allons-y, effectivement. Donc, revenons sur le test sur les autres animaux. Il a été passé effectivement par un petit comité restreint d'animaux, qui sont souvent des animaux un peu phares qu'on aime bien, c'est-à-dire les chimpanzés, les éléphants, les dauphins, etc. Alors, déjà, il faut savoir que la plupart du temps, il est passé sur une cohorte assez faible, à l'exception des chimpanzés. Mais par exemple, les éléphants, c'est 3 éléphants d'Asie qui l'ont passé, et sur les 3 de mémoire, c'est 1 sur 3 qui l'a passé. Alors, j'espère que je dis pas de bêtises, je le dis de mémoire, donc à vérifier ce que je suis en train de dire, mais de mémoire, je crois que c'est ça. Et si c'est bien ça, c'est dégueulasse comme résultat. Ouais, c'est faible. Les dauphins, on considère qu'il est validé. Je vais vous expliquer comment se passe le test. Moi, personnellement, je le considère pas validé. Maintenant, je vous explique comment se passe ce test. Ce test se passe en plusieurs étapes. Au départ, on va mettre l'animal face à un miroir. Si l'animal n'a jamais été mis en contact avec un miroir, nécessairement, il ne peut pas se reconnaître. Donc, premier comportement, il doit être social. Donc, soit un comportement de contact social, amical ou agressif, la plupart du temps agressif. Si l'animal commence à se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche, on va avoir des gestes un peu étranges, notamment est-ce que l'animal fait des gestes de tentative de reconnaissance, c'est-à-dire genre il bouge la main, ou la patte ou quoi que ce soit, pour voir si ça bouge comme lui. Est-ce qu'il a des gestes qu'il ne ferait pas normalement, des gestes qui sont pas du tout classiques, pour voir si ça se déplace comme lui il se déplace. Si cette phase-là est passée, en général la phase suivante c'est l'animal regarde des parties de son corps qu'il ne pourrait normalement pas voir. Là ça nous indiquerait vraiment qu'il est en train de se reconnaître. Typiquement, les chimpanzés, qui sont très proches de nous, ils regardent leurs fesses. Ensuite, si cette phase-là est passée, c'est qu'on commence à vraiment être assez sûr que l'animal se reconnaît. On passe au test de la marque. On va lui mettre une marque. Donc à ce moment-là, on anesthésie l'animal et on lui met une marque à un endroit qu'il ne peut pas voir. Par exemple, sur les éléphants, c'était sur la tempe. On lui mettait une grosse croix blanche sur la tempe. Une fois l'animal réveillé, on le remet face au miroir et on regarde s'il essaie d'enlever la marque sur son propre corps. Ce qui nous indiquerait bien qu'il a compris que c'était lui
qui a une marque anormale sur son corps et qu'il essaie de l'enlever sur son propre corps. Et à ce moment-là, on considère que le test est validé. Voilà les différentes étapes du test du miroir. Maintenant, les dauphins. Le problème du dauphin, c'est qu'il y a un petit problème au niveau des pattes pour enlever les marques. Eh oui. Et oui. Donc, quand on fait passer le test du miroir au dauphin, la marque en général est posée sur la poitrine, à peu près au niveau des nageoires. Donc, le dauphin ne peut pas l'enlever. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se met face au miroir, il regarde la marque, et à partir de là, on dit c'est bon, c'est validé. Ouais, bon, ok, je veux bien. Alors, tout le monde se souvient tout à l'heure quand je parlais des doubles standards? Sylvia Harry, dans ses travaux, je crois que c'est dans ses travaux de thèse, publie vers 2016, un truc comme ça, un test du miroir inspiré de ceux des dauphins sur des raies manta. Les raies manta passent le test exactement comme le passent les dauphins. Tout le monde critique son test parce que elle va pas jusqu'à la... elle va pas jusqu'à la marque. Parce qu'elle dit, en fait, de toute façon, elles pourront pas enlever la marque, donc ça sert à quoi qu'on aille jusque-là? Mais elles vont jusqu'à regarder sous leur ventre, etc. Et tout le monde dit, non, t'es pas allé jusqu'à la marque, le test n'est pas validé. Alors qu'on l'avait considéré comme validé chez les dauphins. Ils étaient allés jusqu'à la marque, mais de toute façon, ils pouvaient pas l'enlever, donc ouais. On va dire, elle est pas allée jusqu'à la dernière étape, mais en vrai, deux poids deux mesures, hein, sérieux. Bref, anyway. Et là, 2019, coup de tonnerre monstrueux. Une équipe principalement japonaise sort un test sur les labro-nettoyeurs, qui étaient déjà des poissons qui avaient éclaté des chimpanzés sur des tests cognitifs quelques années avant. La publi sort et eux ont fait un test du miroir complet. Et alors, ils le passent. Mais ils le passent. Mais alors, ils pulvérisent quasiment tous les animaux qui l'ont passé. Mais alors vraiment, ils le passent. Et ce qui est assez dingue, donc là, ils le font avec... Alors comme sur la peau des poissons, c'est compliqué parce qu'ils ont un mucus, on peut pas facilement leur mettre des marques. Ils leur injectent du silicone sous la peau. Donc une des critiques, ça a été « Oui, mais alors en fait, ils se grattent parce que ça les gratte vu que c'est un truc injecté sous la peau. Alors si vous lisez l'étude 2 secondes avant de râler, vous verrez qu'ils leur injectent aussi un truc transparent. Et quand on leur injecte un truc transparent et qu'ils regardent dans le miroir et qu'ils le voient pas, ils ne se grattent pas. Donc ils font bien la différence. Voilà. Alors, ils vont se gratter par terre, en fait, c'est ça? C'est ce que j'allais dire. Il y a des gens qui vont me demander, oui, mais aussi, ils ont déjà... Oui, ils vont se gratter par terre. Eux, un comportement de grattage quand ils ont des parasites. D'accord. Donc, là, ce qui est marrant, c'est que dans le préprint, donc dans le truc non publié officiellement, avant d'avoir été lu par d'autres scientifiques pour validation, le truc s'appelait « Les labro-nettoyeurs passent le test du miroir. Qu'est-ce que ça veut dire pour le test ?» Donc déjà, c'est marrant parce qu'on commence à remettre le test en question, au lieu de valider le truc directement. La version publiée était « Si un poisson passe le test du miroir, qu'est-ce que ça veut dire pour le truc ?» Donc on a déjà une petite subtilité qui a changé dans le titre, c'est que... Oui, parce que pour bien comprendre, quand on publie un article, en fait, il n'est pas directement publié. Un article scientifique, il est d'abord relu par les pairs, par des personnes, par d'autres spécialistes sur la question, qui relisent, vérifient et acceptent ou pas la publication, et parfois avec modification. Et là, le titre a changé entre la version qui avait été proposée et la version finale publiée. C'est ça, le titre était déjà hyper prudent, et ils l'ont mis encore plus prudent. Finalement, ils disent pas que ça passe le test forcément, ils disent si ces poissons passaient le test, qu'est-ce que ça veut dire sur le test? En fait, ils disent si ils le passent, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on peut pas vraiment dire ils le passent pas, parce que putain, ils le passent, quoi. Mais effectivement, c'est le truc est encore plus prudent que prudent, alors qu'ils le passent vachement mieux que les dauphins, en vrai. Ok, donc de nouveau, un peu ce double standard que quand c'est des poissons, on pense jamais qu'ils peuvent vraiment avoir les mêmes capacités cognitives et on s'y attend tellement pas que en fait c'est un séisme. À chaque fois qu'on découvre une nouvelle capacité, on se dit mais est-ce qu'on est en train de bien tester? Est-ce que c'est le test lui-même qui marche pas bien? Là, on est en méga double standard. Méga double standard. Et en matière de séisme, on est sur un séisme. Et alors, donc forcément, ça a soulevé des discussions. Et là, donc Koda et son équipe... 2022, ils disent attendez, on va remettre le couvert. Ils refont une deuxième publication et ils refont 12 milliards de contrôles sur toutes les critiques qu'on a pu leur apporter. Et ils disent non, vraiment, il n'y a pas de doute. Non seulement ça passe, et bon Dieu, ça passe. Donc, ok, très bien, c'est cool. Et là, il y a 10 jours, 11 jours aujourd'hui, ils ressortent une troisième publication où ils rajoutent des contrôles que personnellement, je n'ai jamais vus nulle part. Où cette fois-ci, ils le passent avec tout un système de photos qui est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'en gros, ils leur font passer le test. Donc, ça, c'est vraiment le truc qui est trop classe. C'est-à-dire que maintenant, on considère que, en fait, passer le test du miroir pour les labres, c'est juste la partie de départ. Tu sais, c'est l'entraînement. Aujourd'hui, pour les labres, passer le test du miroir, c'est l'entraînement pour aller plus loin. On en est là. Et donc, ils leur font passer le test du miroir en entraînement. Et ensuite, une fois que le test du miroir est validé, ils leur présentent des photographies et ils ont voulu voir et s'ils reconnaissent leur visage
comme les humains qui se reconnaissent eux-mêmes au visage, est-ce que les labs se reconnaissent au visage? Et donc ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'une fois qu'ils ont passé le test, ils leur présentent des photos composites avec leur visage sur le corps d'un autre labre ou le visage d'un autre labre sur leur corps, pour voir est-ce qu'ils ont besoin de la totalité de leur corps, est-ce qu'ils ont besoin que de leur visage, est-ce qu'ils ont besoin que de leur corps. Et il s'avère que c'est leur visage qu'ils reconnaissent. Parce que si c'est le visage d'un autre poisson sur leur corps, ils attaquent la photo. Alors que si c'est leur visage sur le corps d'un autre poisson, ils agissent comme s'ils se reconnaissaient. Ils ont fait des tests comme ça avec le visage d'un poisson familier ou leur visage à eux. Et ils ont fait le test de la marque, donc est-ce qu'ils vont se gratter s'il y a une marque, avec une photo d'eux avec une marque, alors qu'ils n'ont pas de marque. Du coup, on peut plus dire ils se grattent parce qu'il y a un truc, parce qu'ils n'ont pas de marque. Ah oui. C'est une photo. Ouais. Comme si ils ont l'impression de se regarder dans un miroir, mais en fait c'est une photo et du coup ils vont se gratter. Oui. Ah oui, d'accord. C'est génial, c'est juste génial. Bon, ils ont pété le score, quoi. Ils ont pété le score, ils ont juste pété. Il n'y a pas que ça dans l'étude, il y a plein d'autres trucs. L'étude, elle fait éclater la tête. Quand je l'ai lu, j'étais juste en train de rigoler devant mon ordi en la lisant, en me disant mais ils vont tellement loin, ils vont tellement trop loin. Et c'est génial, c'est juste incroyable. Cette publi, elle est folle. Ok, bon bah là moi je suis à court d'idées, de mythos sur les poissons. En fait il passe quasiment tout. Après ça dépend des espèces bien sûr, mais bon bah du coup est-ce qu'on peut essayer de comprendre un peu mieux ce que ça fait d'être un poisson? Qu'est-ce que c'est la vie sensorielle en fait d'un poisson? Comment ça fait de percevoir son environnement sous l'eau? Et avec quel sens? On en a déjà un tout petit peu parlé, mais peut-être qu'on peut développer un peu par exemple sur la vision. J'imagine que la vision va pas marcher pareil chez les poissons que chez nous parce que certains vivent très profond dans la mer et à mesure qu'on descend très profond dans la mer, il y a de moins en moins de lumière jusqu'à plus du tout en avoir, donc il n'y a plus trop d'intérêt à la vision. En fait, précisément, quand tu dis ça va pas marcher pareil chez les poissons, ça va énormément dépendre des poissons dont on parle très précisément, parce que la lumière déjà fonctionne pas pareil dans l'eau que dans l'air, puisque l'eau va arrêter les longueurs d'onde très très vite. Puisque la lumière, telle qu'on la voit, un peu comme on le voit dans les arcs-en-ciel, donc c'est plein de longueurs d'onde différentes, avec du rouge, du bleu, du jaune, etc. Par exemple, quand le soleil se couche, ça devient de plus en plus orangé, parce que c'est la longueur d'onde rouge qui arrive jusqu'à nous, parce que toutes les longueurs d'onde bleues, elles ont été arrêtées par l'atmosphère de loin, etc. Dans l'eau, c'est un peu l'inverse qui va se produire. Dans l'eau, c'est les longueurs d'onde rouges qui vont s'arrêter très vite, et les bleus qui vont mettre plus longtemps à descendre. C'est pour ça que l'eau est bleue beaucoup plus profondément. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que plus un poisson va vivre proche de la surface, plus il y a de probabilité qu'il voit un grand nombre de couleurs, parce qu'il y a beaucoup de longueurs d'onde qui restent encore dans les petites couches d'eau. Et plus un poisson va vivre profondément, moins il y a de probabilité qu'il voit de couleurs. Okay. Et c'est ce qui explique pourquoi beaucoup de poissons des profondeurs, notamment les poissons bioluminescents, font de la lumière bleue. Bioluminescents, ils produisent leur propre lumière pour pouvoir voir. Ils produisent la lumière, ouais. Là, je vais en parler après. En gros, souvent les poissons, par exemple des récifs, qui sont assez proches de la surface, sont des poissons qui sont assez fréquemment tétrachromates. Donc c'est-à-dire qu'ils voient comme nous du rouge, du bleu, du vert, alors comme nous, peut-être comme nous, mais comme les couleurs, c'est le cerveau qui les construit. Est-ce que c'est comme nous? J'en sais rien. Mais ils voient en plus dans l'ultraviolet. Beaucoup de poissons, enfin, pas mal de poissons des récifs voient dans l'ultraviolet. C'est-à-dire, par exemple, il y a des recherches qui ont été faites qui étaient fascinantes sur les demoiselles orangées, où il y a plusieurs espèces de demoiselles, donc des petits poissons des récifs, des petits poissons oranges, où les scientifiques se disaient, mais comment ils font pour ne pas se reproduire entre eux? Parce que franchement, ils ont la même tête. Vraiment, les poissons se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et en fait, ils les ont passés sous lumière UV et ils se sont rendus compte qu'ils ont des masques faciaux dans les ultraviolets. Ah, que nous on voyait pas, mais en fait, eux le voient très bien. Exactement, que nous on voyait pas. Et on pensait que l'UV c'était quelque chose d'assez diffus, que les poissons n'avaient pas une résolution visuelle suffisante pour pouvoir discriminer précisément l'UV. Et en fait, ils ont fait un truc en imprimant les masques en photo noir et blanc et en les présentant aux poissons. Et les poissons devaient choisir entre deux masques, un petit peu tout à l'heure un choix forcé à deux choix. Et les poissons reconnaissaient très bien le masque d'un poisson contre un autre. Donc ils sont vraiment capables très finement de discriminer le masque d'un poisson dans les UV. Et ensuite, plus vous descendez, moins ils vont voir effectivement. Oui, et comment du coup font les poissons qui sont aveugles ou qui vivent dans le noir complet? Alors, ceux qui vont vivre dans le noir complet, ils vont soit se gérer avec d'autres sens, par exemple la ligne latérale, parce que les poissons en fait ont un organe du toucher sur le côté du corps qui ressent la pression hydrostatique, qui ressent les courants. Par exemple, les bancs de poissons se déplacent comme ça. C'est-à-dire que les bancs de poissons, quand ils ont des poissons sur les côtés, ils sentent, en fait, le poisson, sans qu'il ait besoin de le toucher, ils le sentent à côté d'eux. C'est pour ça que dès qu'un banc de poissons bouge, vous voyez tous les poissons bouger en un seul mouvement très rapidement. C'est qu'en fait, ils sentent la pression des poissons à côté d'eux. Et il y a des poissons aveugles, le Mexican blindfish par exemple, qui est un poisson qui vit dans des cavernes sous-marines noires, complètement obscures. Il a perdu ses yeux. C'est un poisson qui n'a plus d'yeux.
Mais en fait, il peut se diriger uniquement à la pression sur la ligne latérale. Il sent la pression de ce qu'il y a autour de lui et il l'évite. Ok. Et donc, dans les profondeurs un peu plus basses, il y a des poissons, effectivement, qui, eux, génèrent leur propre lumière et qui peuvent aussi communiquer avec leur lumière. Ils se servent de ça pour les deux. Il y a des poissons, par exemple, on a des petits poissons qui ont de la lumière, qui ont des espèces de poches lumineuses sous les yeux. Et ils peuvent les fermer, les ouvrir avec des petits volets dessus. Donc ils les ouvrent, ça éclaire, et ils les ferment, et ils peuvent aussi faire des espèces de signaux, un peu comme un code Morse, à les ouvrir, les fermer, les ouvrir, les fermer, qui leur servent pour communiquer. Et il y a un poisson qui est assez dingue, parce que comme je le disais, plus vous êtes bas, plus ça va avoir tendance à être du bleu, parce que la lumière bleue, c'est la dernière qui descend, donc les poissons, généralement, les derniers récepteurs qu'ils ont, c'est des récepteurs pour le bleu. Et ben, on a le Malacosteus, qui est un des rares poissons qui vit assez profondément, qui éclaire en rouge, et qui voit le rouge. Et du coup, ce poisson, donc il a des petites lumières rouges sous les yeux. Et d'ailleurs, il s'appelle le stoplight, le poisson feu, on va dire le poisson feu rouge. et ce poisson-là, en fait, a une espèce de canal de communication et d'éclairage top secret, qu'il est le seul à posséder à cette profondeur. Ah oui, parce que les autres poissons voient pas le rouge, il n'y a pas besoin, donc... Et ouais. Et lui voit tout le monde et personne ne le voit. Énorme. Ok. Bon, bah, pour Louis, alors, pour le fait d'entendre... question un peu bête, mais les poissons n'ont pas d'oreilles. Donc comment ils font pour entendre les sons? Vous avez dit que c'est quand même un sens important chez eux, mais comment ça marche? Alors, il y a une diversité d'appareils auditifs tellement vaste qu'on la connaît pas entièrement encore, à tel point que, par exemple, pour les cartilagineux, on a une publication qui est sortie il y a encore 3 mois, qui commence à découvrir comment ça marche chez les raies et les requins, le système auditif. On le connaissait quasiment pas encore très récemment. Chez les poissons osseux, on commence à le connaître un peu mieux, parce que ça fait un peu plus longtemps que c'est étudié. Il y a plusieurs systèmes. Le premier système auditif, ça reste la ligne latérale, justement. Parce que quand vous produisez un son dans l'eau, vous produisez une onde sonore, mais vous déplacez la colonne d'eau aussi. Du coup, ça bouge l'eau. Et donc, la ligne latérale va l'apercevoir. Donc, tout ce qui est en dessous de 500 Hz, ils vont l'apercevoir. C'est quelque chose qu'on peut essayer d'imaginer. Par exemple, quand vous êtes à un concert et que vous ressentez les basses. C'est un peu comme ça, en fait. Ah oui, d'accord. Là, je vois mieux. Ça va être un peu dans ce genre-là. Ouais. Ils vont ressentir les sons un peu comme ça. Et les poissons qui sont équipés de vessies natatoires, ils ont un avantage. Parce que le truc, c'est que comme les poissons sont dans l'eau, et ils sont majoritairement composés d'eau, et ben ça va les traverser en fait. S'il y a rien pour faire transducteur, s'il n'y a pas un médium différent à l'intérieur d'eux, ben en fait tout va les traverser, ils vont pas percevoir les sons, ils vont pas percevoir ce qui va les traverser. Mais les poissons qui ont une vessie natatoire, ils ont une poche de gaz. Et la poche de gaz va pouvoir vibrer. Et donc maintenant c'est comment est-ce qu'on fait pour transférer cette vibration à l'oreille interne, parce que les poissons ont une oreille interne. Et là, c'est extrêmement différent d'une espèce à l'autre. Vous avez des poissons qui vont avoir toute une chaîne d'osselets, comme on retrouve chez nous, qui va transférer la vibration de la vessie natatoire jusqu'à l'oreille interne et au cerveau qui va traiter l'information. Vous avez des poissons qui ont carrément une autre poche de gaz, indépendante de la vessie natatoire, vers l'oreille interne, qui va récupérer le son. Vous en avez dont la vessie natatoire va s'étendre jusqu'à l'oreille interne. Vous avez en fait une diversité d'appareils auditifs absolument phénoménale. Et en gros, on considère qu'il y a 2 classes de poissons. Il y a les spécialistes auditifs, qui eux vont entendre, par exemple le poisson rouge est un spécialiste auditif, qui vont entendre, on va dire, dans une fourchette entre 50 et 4000 Hz à peu près. Donc 50 et 4000 Hz, ça vous donne... C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à peu près le truc de la musique. Par exemple, un téléphone, c'est entre 200 et 2000 Hz. Pas si différent que nous, finalement. Ouais, c'est à peu près comme ça. Bah, nous, on entend un peu plus bas et un peu plus haut, mais c'est des trucs qu'on utilise... Enfin, c'est des trucs qu'on n'utilise pas beaucoup, en fait, dans la vraie vie. Ok. Et les non-spécialistes, c'est 20 à 1000 Hz. Donc c'est vraiment les sons très graves. Mais souvent, en fait, on pense qu'ils ont surtout l'audition qui correspond au monde dans lequel ils vivent, parce qu'on pense que l'audition s'est adaptée aussi à la quantité de bruit dans laquelle vivent les poissons. C'est-à-dire que les poissons qui vivent dans des environnements pas très bruyants sont devenus des spécialistes auditifs. Les poissons qui vivent dans des environnements plus bruyants sont des poissons qui n'entendent pas énormément. On pense que c'est comme ça aussi que ça s'est beaucoup développé. Et ce qui pose un gros problème avec les bruits anthropogéniques, justement. Donc créés par les humains. Ouais. Et on n'en a pas fini avec les sens incroyables des poissons. Et il y en a qu'on n'arrive même pas à s'imaginer. Notamment, vous parlez de quelque chose dans votre BD coécrite avec Fanny Vaucher. C'est l'électrolocation. Mais qu'est-ce que c'est ce truc de l'électrolocation? Alors, donc on aurait plusieurs façons d'aborder le sens électrique des poissons, parce qu'il y a différents sens électriques chez les poissons. Mais effectivement, on va attaquer sur l'électrolocation, parce que c'est le plus fascinant. Les poissons électrogènes sont des poissons qui ont la capacité de produire un courant électrique. Donc évidemment, quand on parle de ça, on imagine tout de suite l'anguille électrique. Oui, c'est classique.
qui a la particularité de produire un courant électrique faible pour repérer son environnement, pour faire de l'électrolocation, et un courant électrique fort pour défoncer la tête de ses proies. Et on parle d'un truc à minimum 600 volts et le record qui a été enregistré il n'y a pas très longtemps à 860 volts. Donc autant dire que ça tabasse. Ça fait mal. Mais en réalité, quand on se penche sur la question, c'est pas vraiment intéressant. C'est les poissons à courant électrique faible qui sont fascinants. Alors, je vais prendre celui qui a été le plus étudié, qui est le Gnatonemus petersi, qui est le poisson à nez d'éléphant. Alors qu'en fait, c'est pas son nez, c'est son menton qui fait une grande trompe, qui est un organe électrique justement. Donc, comment ça marche? Ces petits poissons, ces tout petits poissons, ils ont un organe électrique à l'arrière de la queue, donc à la base de la queue. Cet organe électrique va produire un courant électrique qui va partir vers l'avant du corps. Tout l'avant de leur corps possède des récepteurs électriques. Donc, essayez de visualiser, quand on montre à l'école des schémas d'une pile, comment une pile fait l'électricité entre le moins et le plus. Ça fait une espèce d'ovale de champ électrique autour de la pile. Oui, comme s'ils avaient une sorte de gros ballon autour d'eux de perception. Exactement. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que le truc ne part pas loin d'eux. C'est quelque chose qui reste vraiment un cocon autour d'eux. Ils ont un cocon électrique autour d'eux. Voilà. Tout ce qui va pénétrer dans ce cocon électrique va être entièrement scanné par les poissons. Mais donc le champ électrique va passer à travers si l'élément qui vient de pénétrer est conducteur. Donc je vais employer des mots à partir de maintenant qui ne seront absolument pas adaptés, mais comme nous ne sommes pas des poissons électriques, on ne peut pas comprendre ce que c'est. Mais en gros, imaginons que ce soit quelque chose qui n'est pas conducteur, qui rentre dans leur champ électrique. Par exemple, une pierre. Une pierre rentre dans le champ électrique, le courant va être détourné par la pierre ou interrompu par la pierre, ce qui va probablement provoquer sur leur peau, sur leur récepteur électrique, une espèce d'ombre électrique. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, le courant n'arrive plus, ça fait une ombre. Ou, si on devait comparer ça à la chaleur, ça ferait un point froid sur leur peau. Okay. Si au contraire, on a un élément qui est très conducteur, si on met du fer, par exemple, à cet endroit-là, ça va provoquer probablement une lumière brillante ou de la chaleur sur leur peau. Une espèce de truc électrique très fort à cet endroit-là. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'ils vont percevoir leur environnement électrique qui va rentrer là, à cet endroit-là. Et on s'est rendu compte que grâce à ce sens-là, ils sont capables de percevoir par exemple des choses à travers le sol. C'est comme ça qu'ils vont repérer des proies à travers le sol, parce que ça va traverser. Si jamais par exemple vous mettez un pétersil à côté de votre tête, il est capable de savoir exactement combien de plombage vous avez dans vos dents. Parce que forcément le courant électrique traverse. Et oui. Donc il voit à travers le sol, il voit à travers les plantes, il voit à travers tout. C'est une espèce de super sens qui permet vraiment de traverser les éléments. Et on sait qu'il est capable de voir en 3 dimensions avec ce truc-là, il est capable de reconnaître des formes, il est capable de reconnaître des distances, ce qu'on pensait pas possible, et ils sont capables de se faire avoir par des espèces d'illusions d'optique électrique. Oui, le cerveau commence à exploser, oui. Oui, là. C'est-à-dire, par exemple, ils sont capables de reconnaître des formes tridimensionnelles. Les scientifiques ont voulu voir s'il était capable de reconstruire des formes qui n'existent pas. Pour faire ça, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris, imaginez une pyramide, mais qui n'est faite que par ses arêtes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de remplissage, on a vraiment juste les diagonales de la pyramide. Et la base, ok? Mais il n'y a pas de mur. Okay. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé les lignes droites. C'est-à-dire qu'on n'a que les coins. On a donc la pointe et les coins sur les côtés, en bas. Et ils ont coulé ça dans de l'agar-agar. Parce que l'agar-agar, en fait, est électriquement neutre. À l'électricité, on ne le voit pas. Donc en gros, tout ce que peut voir le poisson, c'est la pointe en haut et les pointes sur les côtés. Mais il n'a pas les lignes droites qui rejoignent tout. Et la question, c'est est-ce que le poisson est quand même capable de voir la pyramide alors qu'il n'a que les angles. De la reconstruire un peu mentalement, ou de se faire avoir, comme nous, on pourrait avoir des illusions d'optique. Exactement, alors qu'il ne voit que les angles. Et en fait, le poisson reconnaît la pyramide. Ok, c'est ouf. Et là, celui-là, je vous renverrai pour vraiment le comprendre, je vais juste très brièvement le dire. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne, sur Cervelle d'Oiseau, sur ce truc-là, parce qu'il faudrait vraiment 20 minutes pour le comprendre. Oui. Mais on s'est aperçu que ces poissons perçoivent des couleurs électriques. C'est-à-dire que nous, on voit des couleurs visuelles, et ces poissons aussi, ils ont des yeux. Ils voient des couleurs visuelles. Mais les couleurs, c'est quoi? En fait, c'est des longueurs d'onde dans le spectre lumineux. Mais dans l'électricité, on a aussi des longueurs, on a aussi des formes d'ondes, on a aussi des trucs comme ça. Et en fait, ils se sont aperçus en faisant des recherches, etc., que ces poissons étaient capables aussi de reconnaître l'équivalent de couleurs, mais par leur sens électrique. Oui, c'est n'importe quoi. Non, vous ne pouvez pas comprendre ce que ça veut dire. Oui, on peut même pas s'imaginer. Mind blown absolu, je crois que je mettrai dans la description le lien vers votre vidéo justement sur cette question, parce que c'est assez incroyable. C'est fou comme truc. C'est assez fou, ouais. Et il faut savoir que ce sens-là, ils s'en servent aussi pour communiquer. Ils communiquent aussi avec le sens électrique, donc ce sens sert à 2 choses. Et je termine très brièvement dessus. Ça, c'est assez simple à comprendre, parce que ce sont ce qu'on appelle des pulse fish, c'est-à-dire des poissons qui envoient des pulsations électriques.
Mais il existe un autre groupe de poissons électrogènes à courant faible, les wavefish. Et les wavefish sont des poissons qui vivent en général dans des courants très rapides. Et eux ne peuvent pas envoyer des pulsations, c'est-à-dire qu'ils sont en production électrogène permanente. Et ils peuvent balancer plusieurs milliers de pulsations par seconde. Et pareil, ils font de la production électrogène et ils communiquent avec. Et aujourd'hui, on ne comprend pas du tout comment ils font pour discriminer les différents signaux, etc. C'est un merdier totalement incompréhensible. Ok, bon, incroyable. La vie sensorielle des poissons dépasse complètement notre imagination, je crois. Alors, venons-en un peu à leur vie sociale, peut-être, parce que du coup, ils nous étonnent tellement par leur capacité cognitive et par leur sens, par leur perception. J'imagine que ça va faire la même chose avec la question de la société. Déjà, peut-être juste pour des groupes réduits, est-ce qu'il y a des poissons qui s'aident un peu à 2, à 3, qui coopèrent? Oui, tout à fait, on en a plein. Il y a une observation qui est vraiment géniale, qui parle notamment d'altruisme réciproque, qui est celle de la coopération chez les poissons cygans. En gros, c'est des poissons qui vivent en paire. Donc c'est pas nécessairement des couples reproducteurs, c'est vraiment juste des poissons qui vivent à 2 comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des poissons qui sont herbivores, qui vivent dans des récifs, et quand ils vont manger, en général, ils vont rentrer la tête assez profondément dans le récif. Ce qui fait qu'ils peuvent plus assurer leur propre sécurité à ce moment-là. Eh bien, pendant ce temps-là, leur partenaire va prendre une position de vigilance à 45 degrés et regarder l'environnement. Et s'il y a un danger, avec la queue, il va alerter son camarade ou sa camarade, et ils vont tous les deux aller se planquer. Ah, ils montent la garde, en fait. Ils montent la garde, totalement, ouais. Et après, ils échangent. Exactement, mais c'est là où c'est intéressant, parce que, concrètement, si vraiment on voulait être bassement pragmatique, une fois que le premier ou la première a fini de manger, ce poisson n'a plus aucun intérêt à monter la garde. Lui, il a eu ce qu'il voulait, il pourrait se casser. Le premier, il prend un gros risque, parce qu'en fait, il monte la garde alors que ce poisson-là pourrait manger. Il monte la garde en espérant que l'autre lui rendra l'appareil, c'est-à-dire qu'il fait un pari sur l'avenir en faisant ça. Il met de la confiance, c'est ce qu'on appelle de l'altruisme réciproque en fait. Ouais. On fait une coopération, un partenariat, on paye un coup en espérant que l'autre paiera un coup plus tard, nous rendra l'appareil plus tard. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que l'autre va prendre la position de vigilance pendant que le deuxième va aller manger. Donc on a un vrai partenariat qui est mis en œuvre. On observe ça aussi, il y a des poissons qui, quand ils font leurs petits, donc ils s'occupent de leurs petits en couple, je crois que c'est j'espère pas dire de bêtises, je crois que c'est les princesses du Burundi par exemple qui font ça. Il y a des adultes qui ne sont pas reproducteurs cette année-là, qui en fait viennent aider au nid pour s'occuper des petits. Et ces aidants, ils doivent coopérer, c'est-à-dire que s'ils coopèrent pas, ils se font chasser du nid, ou ils se font chaudement réprimander. Et ça a été pas mal étudié parce que des scientifiques se sont amusés, entre guillemets, à retirer les aidants pendant une certaine durée et les remettre ensuite dans le nid. Et ils se font péter la gueule. Ils se faisaient engueuler. Ouais. Et du coup, ils étaient obligés de redoubler d'efforts pour être acceptés. Donc nettoyer, creuser des trous pour qu'il y ait des proies qui tombent dedans, et des machins à manger, etc. Et il faut vraiment qu'ils aident, sinon ils sont pas acceptés dans le truc. Ok. Et l'une des coopérations les plus impressionnantes, les plus marquantes, c'est très probablement la coopération interspécifique, donc entre 2 espèces différentes, qui est celle du mérou et de la murène, ou du mérou et des pieuvres, qui est encore plus dingue parce qu'on est sur, en plus vertébrés et invertébrés, ou le mérou, donc le mérou qui est un très gros poisson, des récifs également, a développé une communication pour inviter d'autres poissons à chasser avec lui, parce que quand il chasse des proies qui sont plus petites que lui, elles arrivent parfois à se cacher dans le récif, et lui peut pas y aller, donc il va chercher des animaux qui ont une morphologie qui, eux, leur permet de rentrer dans le récif. Et donc, soit eux, ils arrivent à choper la proie à l'intérieur, soit la proie sort, et le mérou, qui est très puissant et très rapide, arrivera à nager et à la choper. Et ce qui est fou, c'est que le mérou a développé une communication physique, c'est-à-dire qu'il a une vibration du corps, un mouvement du corps pour aller chercher le poisson avec lequel il veut chasser. Donc il a vraiment développé une communication interspécifique. Il faut vraiment réaliser à quel point c'est rare dans le règne animal de voir ça. En fait, il va les recruter, il va recruter quelqu'un qui n'est pas de son espèce pour lui demander « Viens m'aider à chasser ». Oui. Et il y a des travaux qui ont été faits et qui ont montré que quand il va chasser avec des murènes, le mérou est capable de choisir la murène avec laquelle il va chasser selon son niveau d'efficacité par rapport aux murènes du coin. Ah, en plus? Oui. Et les travaux qui ont été faits spécifiquement là-dessus ont été faits en reproduction de travaux qui ont été faits sur les chimpanzés, sur la façon dont les chimpanzés recrutent les partenaires les plus efficaces, et ils ont montré que les mérous ont un niveau d'efficacité aussi bon que celui des chimpanzés dans cette tâche. Ok. Et ensuite, les mérous vont guider leur partenaire jusqu'à l'endroit où est rentrée la proie, et ils vont pointer le trou et la proie avec le nez, dans ce qu'on appelle un headstand, donc un équilibre sur la tête en gros, quoi. Et ils se mettent à la verticale et ils montrent où est rentrée la proie pour que leur partenaire puisse rentrer à cet endroit-là, ce qui est ce qu'on appelle un signal référentiel. Un signal référentiel,
c'est un signal qui référence quelque chose qui est externe à l'animal, c'est-à-dire pour dire là il y a quelque chose. Parce que pendant longtemps on a pensé que les animaux n'exprimaient que des émotions, des trucs comme ça dans leur vocalisation. Et un signal référentiel, c'est pour dire il y a quelque chose d'autre. Je fais référence à un autre élément. Par exemple, les coqs qui font un cri d'alarme aérien pour dire il y a un prédateur aérien, c'est un signal référentiel. Ça ne veut pas juste dire j'ai peur. Je suis en train d'indiquer une référence à quelque chose. Ah oui, d'accord. Et ça fait partie des très rares signaux référentiels qu'on a identifiés chez un animal et chez un poisson encore plus. Ok. Et ce truc-là est incroyable, Mais les poissons, ils ont pas de tradition, non? Et ils se transmettent pas des choses qu'on pourrait dire relever de transmission culturelle. Alors, il y a pas mal de nuances à ça parce que est-ce que les poissons s'assoient autour du feu pour se raconter des histoires de leurs ancêtres? Non. Si on entend les traditions par ce sens-là, non. Il y a beaucoup de façons différentes de percevoir. Est-ce qu'il y a de la facilitation sociale, c'est-à-dire le simple fait de regarder comment quelqu'un fait et recopier ça, il n'y a aucun doute qu'il y en ait. Il y a plein de choses à prendre en compte. Je peux prendre un des exemples les plus fameux qui a été fait sur des gorettes jaunes. Les gorettes jaunes, c'est des poissons qui ont plein de micro-migrations dans la journée. C'est-à-dire, par exemple, elles vont migrer verticalement dans la journée pour aller manger à tel endroit, elles vont aller se reposer à tel autre endroit, tout ça. Et des scientifiques ont inclus de nouveaux animaux dans ce groupe-là, pour voir comment ça allait se passer. Et ces animaux ont commencé à suivre exactement les mêmes routes et à aller aux mêmes endroits que les anciens poissons. Ensuite, on a enlevé les anciens et on a regardé ce que ceux qui avaient été transplantés ont suivi comme pattern de migration. Et ils ont suivi exactement les mêmes. Ils ont enlevé cette population et ils ont remis une population totalement neuve, sans personne pour les guider. Et ces poissons ont employé le territoire totalement différemment. Ce qui prouve bien qu'on avait une transmission qui s'était faite. Ah, ils avaient appris des anciens les chemins à suivre. Et si on enlève les anciens, ils se souviennent parce qu'ils ont appris. Mais par contre, si on les remet dans un nouvel environnement, là, ils peuvent pas avoir cet apprentissage. Alors, c'était pas les mêmes, c'était d'autres poissons qui avaient été remis, mais oui, c'est ça. D'accord. Ah oui, c'est fou. Dans la même zone, si tu mets des nouveaux poissons dans la même zone, ils ne réutilisent pas la même zone comme le faisaient les autres avant. Ah, d'accord. Ce qui veut dire que c'est pas la zone qui fait qu'elle est utilisée comme ça. C'est les poissons qui habitaient là qui fait qu'elle était utilisée comme ça. Oui, ça montre que c'est pas un réflexe ou une adaptation habituelle au territoire, ouais. C'est ça. Ok. Et pareil, on a des indications de patterns de lieux, d'utilisation de lieux de migration sur 5, 6, 7 générations chez certains poissons, sur plus de 12 ans, qui sont utilisés exactement de la même manière à chaque fois, et on sait que c'est des transmissions, des trucs comme ça. Et c'est marrant parce qu'on sait qu'il y a des transmissions qui se font, qui en plus peuvent être totalement inadaptés. C'est-à-dire qu'ils ont appris à des poissons à avoir une technique d'échappement quand on les poursuit avec un filet dans un aquarium, et ensuite cette technique devient mal adaptée, c'est-à-dire qu'ils changent un peu la structure de l'aquarium pour que ça soit une mauvaise stratégie d'évitement, et en fait les poissons mettent vachement longtemps avant de se rendre compte qu'elle est nulle et qu'il vaut mieux en prendre une autre, parce qu'ils ont pris l'habitude d'utiliser celle-là. Ah ouais. Et dernière chose qui est vraiment cool, on a montré chez les épinoches qu'elles étaient capables de développer des cultures cumulatives. Alors, culture cumulative, c'est quoi? C'est un peu comme ça que se construisent les cultures humaines. C'est-à-dire, une culture cumulative, c'est je fais quelque chose, j'évalue mon niveau de réussite et je le compare au niveau de réussite des autres. Et si le niveau de réussite des autres est meilleur, j'adopte le comportement des autres. En gros, j'adopte un copy if better. Je copie si ce que font les autres est mieux. Et ils l'ont fait avec des épinoches, c'est-à-dire qu'elles ont appris que dans une telle situation, ça marchait bien, telle autre situation, ça marchait mal. Et ensuite, elles regardent ce que font les autres et si elles voient que ce que font les autres, si pour elles ça marchait pas, mais que pour les autres ça marche, finalement elles vont commencer à essayer de faire quand même ce que font les autres. Donc l'étude est compliquée, donc je rentre pas dans le détail, mais en gros, elles changent de comportement si elles voient que si pour elles ça marchait pas, mais pour les autres ça marche, elles vont quand même commencer à faire ce que font les autres. Ok. C'est plus compliqué que ça, mais voilà. Ok, waouh. Et est-ce que les poissons peuvent tomber amoureux? Est-ce qu'ils peuvent avoir une vie de famille? Oui, la vie de famille. Alors tomber amoureux, j'en sais rien, mais tomber amoureux. On a l'étude de Chloé Lobu qui parle quasiment précisément de ça en fait, où elle montre que si on empêche une femelle de choisir le mâle avec lequel elle va se mettre, la relation va vraiment être pourrie. Les relations domestiques vont être dégueulasses, la reproduction va être très compliquée, la femelle va développer des biais pessimistes vraiment très très problématiques, c'est-à-dire que dans des situations ambiguës, elle voudra jamais prendre de risques, elle sera... En gros, globalement, elle aura un comportement relativement dépressif. Elle verra toujours le verre à moitié vide. Ouais, c'est ça.
Alors que si elle peut se mettre avec le prince charmant avec qui elle voulait se mettre, au contraire, les relations seront très bonnes, la reproduction sera très bonne, tout se passera très bien et elle verra le verre à moitié plein. Tomber amoureux, c'est difficile à dire parce que c'est pas des humains et on sait pas exactement comment ça marche. Et ça dépend beaucoup des espèces. Oui. Parce qu'il y a des poissons qui vivent toute leur vie ensemble et il y a des poissons où c'est de la fécondation externe, personne élève les petits, ils vivent pas en couple. Mais oui, il y a des poissons qui vivent en couple toute leur vie. Il y a des travaux qui ont été faits sur des Amatitlania nigrofasciata, une espèce proche de celle des travaux dont on vient de parler là, où ils ont montré un comportement prosocial vachement intéressant. Donc ça, ce sont des couples qui se mettent ensemble, qui sont monogames et qui restent ensemble à long terme. Et donc, en gros, le mâle a le choix de rentrer dans 2 compartiments. S'il rentre dans le compartiment de gauche, il reçoit de la nourriture, et en face de lui, il y a un autre aquarium, et l'animal qui sera dans l'aquarium en face recevra aussi de la nourriture. S'il rentre dans le compartiment de droite, il recevra de la nourriture, mais l'animal en face n'en recevra pas. Donc s'il rentre dans le compartiment de gauche, c'est le choix prosocial, donc moi j'ai de la nourriture, l'autre aussi. Compartiment de droite, choix antisocial. J'ai de la nourriture, pas l'autre. Si en face on met sa partenaire, il choisira toujours le choix prosocial. Je prends la nourriture pour moi et je prends la nourriture pour ma partenaire. Si l'aquarium en face est vide, le choix est random. Il va à gauche ou à droite, peu importe. Mais vraiment on est random, on est vraiment au milieu, c'est totalement aléatoire, il n'y en a rien à carrer. Si en face il y a un mâle, choix antisocial, à chaque fois. Il n'ira jamais donner à manger à l'autre mâle. Si en face c'est une autre femelle, prosociale, pas tout le temps, mais souvent prosociale. Si en face c'est une autre femelle, mais que dans un aquarium adjacent il y a sa femelle à lui, choix antisocial à chaque fois. Parce qu'elle regarde. Parce qu'il y a sa femelle à côté. Donc voilà. Mais on a a priori, oui, des relations. Alors, tomber amoureux, c'est un concept très humain, je peux pas le dire, et c'est pas des choses qui ont été vraiment étudiées à ma connaissance. Mais on a des relations à long terme entre des poissons. Chez les poissons monogames, oui, ça c'est sûr. Et la vie sexuelle des poissons, ça donne quoi? J'imagine que c'est aussi extrêmement divers et que c'est parfois inattendu. Waouh. Ouais, c'est inattendu. Ouais. Éloigner les enfants. Alors, allez, je vais faire le truc le plus crade que tout le monde attend tout de suite, et ensuite on ira un peu plus dans le détail. La baudroie abyssale, pour se reproduire, donc la baudroie abyssale vit, comme son nom l'indique, dans les abysses, donc qui est un poisson extrêmement laid, avec sa lanterne sur la tête et sa bouche qui fait la moitié de la taille de son corps. Et en fait, il y a un dimorphisme sexuel colossal, c'est-à-dire que la femelle est énorme et le mâle est tout petit. Et dans les abysses se caractérisent par un truc simple, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde. On croise pas grand monde. Et quand vous êtes un mâle microscopique dans les abysses et que vous arrivez à mettre la main sur une baudroie abyssale femelle, eh ben vous la lâchez pas. Et donc ce que font les mâles, c'est qu'ils vont mordre la femelle quand ils vont la trouver. Donc ils sont minuscules, hein, c'est vraiment une toute petite crotte. C'est-à-dire qu'à taille humaine, vous êtes une femelle humaine, votre mari fait la taille de votre doigt à peu près. Et donc le mâle va s'accrocher à la femelle et va fusionner à l'intérieur du corps de la femelle petit à petit, va la mordre et se fondre petit à petit jusqu'à laisser juste globalement ses parties reproductrices. Et la femelle va se féconder avec ça. C'est dégueulasse. Sinon, au niveau des trucs complètement fous, alors on a, comme on disait, tout un tas de types de reproduction. On a la reproduction externe qui est celle qu'on imagine le plus fréquente chez les poissons. Enfin, qu'on imagine comme ça à froid la plus classique, c'est-à-dire la femelle balance les œufs, les mâles balancent le... voilà, par-dessus, et donc ça fait des bébés, les bébés mènent leur vie, tout ça, mais en réalité, vous avez de la fécondation externe, vous avez de la fécondation interne, vous en avez qui peuvent être très acrobatiques, par exemple les anableps, également appelés poissons casse-yeux par les Anglais, parce qu'ils ont des rétines divisées en deux, c'est très compliqué, bref. Et en fait, eux, ils ont développé, à la base de leur nageoire arrière, de leur nageoire anale, en gros, les mâles ont une espèce de gonopode, mais comme les nageoires, en fait, elles sont asymétriques, il y en a une à gauche, une à droite, et que les femelles, elles ont développé des parties génitales qui sont, elles aussi, développées à partir de ces nageoires-là, en gros, elles ont leur orifice génital qui est soit à gauche, soit à droite, et les mâles qui ont leur espèce de gonopode qui est soit à gauche, soit à droite. Ce qui fait qu'en fait, les mâles droitiers ne peuvent se reproduire théoriquement qu'avec les femelles gauchères, et les mâles gauchers ne peuvent se reproduire théoriquement qu'avec les femelles droitières. Ok. Donc, sur le mythique des anableps, ou sur le adopte un mec, il faut rajouter ton côté dans les caractéristiques. Gaucher ou droitier. Ça doit être vachement dur, genre au premier repas, genre tu me plais vachement, mais
T'es de quel côté? T'es plutôt de gauche ou t'es plutôt de droite? Voilà. Les discussions politiques chez eux, c'est vachement plus impactant. Il y a des vrais enjeux. Ouais, il y a des vrais enjeux. Ouais. Et puis, il y a aussi toute la question de les questions de sexe chez eux et de t'es plutôt un homme, t'es plutôt une femme, t'es plutôt bi, t'es plutôt. Chez eux, eux, ils ont l'occasion de changer vraiment beaucoup en fait chez pas mal d'espèces et tout le temps et en permanence voir. Par exemple, il y a des poissons qui sont les deux sexes en même temps en permanence, qui sont hermaphrodites. Et qui sont obligés de négocier entre eux sur qui va faire le mâle et qui va faire la femelle à chaque fois, parce que forcément faire les œufs c'est plus coûteux que faire les gamètes mâles. Et donc par exemple il y a des moments où si c'est un des deux poissons qui a fait les gamètes femelles et l'autre qui a fait les mâles, la prochaine fois il va falloir inverser parce que merde, c'est pas tout le temps le même poisson qui va faire le gros du boulot. Mais il y en a par exemple typiquement dans Nemo, les poissons clowns, c'est que des mâles, avec une femelle tout en haut de la hiérarchie, mais en réalité, ils naissent tous mâles, et au bout d'un moment, ils se transforment en femelles. Ah oui. Donc quand la maman de Nemo meurt, désolé pour le spoil, mais en même temps c'est au début du film, quand la maman de Nemo meurt, en réalité, le papa de Nemo devrait devenir la maman de Nemo. Il devrait se transformer naturellement en maman de Nemo, au fur et à mesure. Et chez les labres nettoyeurs dont on parlait tout à l'heure, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce sont tous des femelles. Et d'ailleurs, on parle de structure en harem chez eux, parce que leur fonctionnement, c'est un mâle, souvent dominant sur les femelles qui sont dessous, et un groupe de femelles qui vit avec lui. Mais en réalité, ce mâle dominant, c'est ni plus ni moins que la femelle qui est arrivée tout en haut de la hiérarchie et qui s'est transformée en mâle. Et ce mâle dominant fait très attention que la deuxième femelle ne grossisse pas trop. Et donc, il fait très attention à ce qu'elle mange. Parce que si elle mange trop, elle se transforme en mâle. Et elle devient concurrente. Donc du coup, t'as tout un tas de trucs et t'as des poissons qui peuvent devenir mâles. Puis si d'un coup c'est plus rentable dans la société d'être un mâle, elles vont redevenir femelles, etc., etc. T'as tout un tas de trucs comme ça. C'est très très fluide. Chez beaucoup de poissons, c'est très fluide, ouais. Ok. Bon incroyable, super divers le monde des poissons, leur sexualité, leur vie sociale. Et j'ai l'impression que tout ce dont on a parlé dans l'épisode, ça met un peu un coup à l'idée reçue qu'on a d'une sorte de hiérarchie des espèces, avec évidemment les humains tout en haut avec le plus de capacité, et du coup les poissons plutôt bas parce qu'ils n'ont pas grand chose, ils seraient des êtres inférieurs. On a bien vu que c'est assez faux en fait cette idée. Ça n'a même aucun sens. En fait, le truc qui est vraiment important, c'est que chaque espèce, chaque animal, chaque individu va se développer dans les conditions dans lesquelles il vit et va développer des capacités dans l'univers dans lequel il vit. Et donc, ça n'a même pas de sens, en fait, de développer une hiérarchie parce que, comme on disait tout à l'heure avec les épinoches et les capacités de mémoire, il y a des trucs qui vont être très utiles dans certaines situations et d'autres qui le seront pas. Typiquement, tout à l'heure, je disais que les labres ont défoncé des chimpanzés, des orang-outans sur certains tests cognitifs. Quand on le dit comme ça, quand je les raconte comme ça, tout le monde dit « Wow, incroyable » et tout. Mais en fait, quand on s'arrête une seconde et qu'on regarde quel est l'univers mental de vie, quel est l'univers social de vie des labres, et celui des chimpanzés, en fait, c'est normal que les labres éclatent les chimpanzés. Parce que écologiquement, ce test est très cohérent avec le monde dans lequel vivent les labres. Et le fait que les labres soient aussi forts sur des tests, même le test du miroir, etc., c'est pas si étonnant. Parce qu'il y a l'une des grandes hypothèses, c'est celle du cerveau social, c'est que les aptitudes cognitives très complexes se développeraient aussi dans un univers social très complexe. Et les labres nettoyeurs vivent dans un univers social d'une extrême complexité. Par conséquent, c'est pas très surprenant que les labres soient aussi forts sur les tests cognitifs. Même si c'est des tout petits poissons d'une dizaine de centimètres avec un cerveau tout ridicule, on se rend compte au fur et à mesure qu'en fait, on a longtemps pensé que les gros cerveaux expliquaient beaucoup de choses. Et avec les abeilles et les poissons, on se rend compte que peut-être pas, que les gros cerveaux, c'est peut-être finalement plus utile à stocker de la mémoire qu'autre chose. Mais que, en fait, on n'a pas besoin le gros cerveau n'est peut-être pas aussi nécessaire à ça pour les compétences, en fait, même complexes. Et les poissons, en réalité, ne sont pas du tout inférieurs aux oiseaux, aux mammifères et même aux primates. Ils ont des capacités. Mais en fait, ils vivent dans des mondes qui sont tellement riches, tellement complexes, tellement construits, autant que sur Terre, il n'y a pas de raison qu'ils aient moins de capacités. Même le simple fait de penser ça n'est pas logique en réalité. C'est juste qu'on les voit pas parce qu'on vit pas avec eux. Oui, c'est des préjugés. Bah ouais. Ouais. Tant qu'on n'avait pas de caméra pour aller les voir, en réalité, tant qu'on n'avait pas de matériel pour aller les observer, on pouvait ne pas le savoir, mais maintenant, on peut plus ne pas le savoir en réalité.
Est-ce que vous avez des recommandations pour nous, Sébastien Moreau? Ouais. Un premier livre, alors je l'ai pas lu, mais je l'ai pas encore lu, j'ai pas eu le temps, mais je n'ai aucun doute sur sa qualité. C'est The Mind of the Bee, qui n'est pas encore sorti en français, donc l'esprit de l'abeille de Lars Fitka, qui est l'un des plus grands chercheurs mondiaux sur les abeilles, et je n'ai absolument aucun doute sur la qualité. Je connais extrêmement bien tous les travaux de Lars Fitka, donc je sais ce qu'il y a dans ce livre, donc j'ai aucun doute sur ce que ça va donner. Il y a The Evolution of Beauty de Richard Oprom, donc l'évolution de la beauté. Pareil, je sais pas s'il est sorti en français, je pense pas. En fait, pendant longtemps, on a pensé que l'esthétique, le sens du beau chez les animaux était en fait régi par le fait de prouver que les mâles montraient ainsi aux femelles qu'ils étaient en bonne santé, etc. Et c'est l'une des tentatives de montrer que non, les animaux possèdent effectivement un sens artistique. C'est un bouquin qui n'est pas exempt de critique, qui a été critiqué par la suite, mais il pose des jalons qui sont extrêmement intéressants. Et il y a d'autres travaux maintenant sur la neuroesthétique, etc., qui sont développés, mais c'est un jalon qui est extrêmement intéressant et qui est très challengeant. Donc, apprendre dans les limites de ce que ce livre est, mais c'est un livre qui est très très intéressant. Et au niveau cinéma, je conseillerais bien aussi Cloud Atlas, Cartographie des nuages, qui est un très bon film et qui est un film avec des messages des sœurs Wachowski, avec des messages anti-esclavagisme, et qui est très intéressant aussi au niveau des luttes sociales, des trucs comme ça. Ouais, j'adore ce film. Qui est issu du livre du même nom de David Mitchell, qui est un très bon livre aussi, qui est un très bon auteur d'ailleurs. Eh ben merci beaucoup Sébastien Moreau, je crois que c'est bon, grâce à vous je vais pouvoir garder le nom comme un poisson dans l'eau, parce que décidément, les poissons c'est la classe. Merci Sébastien Moreau. Merci Victor. Je voudrais quand même, avant de finir, insister sur un point pour que vous compreniez bien quelle était mon intention avec cet entretien. Parce que j'entends souvent, par exemple à propos des poulpes, c'est des créatures tellement intelligentes, je comprends même pas qu'on puisse les manger. Je pense que mieux connaître les poissons, c'est un moyen important et intéressant pour combattre l'indifférence dans laquelle ils sont maintenus, et ainsi lutter indirectement contre leur exploitation. Mais, on ne devrait pas avoir besoin de savoir tout ça sur les poissons pour les inclure dans le cercle de notre considération morale, et refuser de leur causer des torts ou de porter atteinte à leurs intérêts fondamentaux. Même si les poissons avaient très peu de capacités cognitives, aucun usage de technique, ne se reconnaissaient pas dans un miroir, n'avaient pas de vie sociale complexe ni de tradition, le simple fait qu'ils puissent souffrir, qu'ils sont sentients, devrait suffire à ce qu'on leur fiche la paix. Et en même temps, l'exploitation des autres animaux s'appuie aussi sur des préjugés très ancrés. On voit plus facilement comme de la nourriture des animaux auxquels on prête moins de vie mentale. CF l'épisode 17 sur cette question. C'est un biais, mais il n'en a pas moins des conséquences très concrètes sur leur vie et sur leurs droits. Mais voilà, je voulais être clair sur le fait que parler longuement dans cet entretien de l'intelligence des poissons n'implique absolument pas que je considère que ce soit pour cette raison-là qu'il faille lutter pour la fin de leur exploitation. C'est bien parce qu'ils sont sentients. Et savoir le reste, ça nous aide juste à dépasser nos biais spécistes. Donc partagez-le quand même cet épisode. Bisous.